de faire une marche jusqu'à Opéra et donc, si possible, sans qu'il y ait trop de perturbations. Voilà, il ne faut pas que ce soit que ça tourne, on va dire, à la. Le but à travers ça, c'est évidemment. Comme au Trocadéro, ce qu'on a vu, quoi. Il faudrait surtout pas ça. Bah non, il faudrait pas. Non, mais bon, après, c'est vrai que il faut être intelligent, faut pas succomber directement aux gens qui nous agressent. Hein, et faut vraiment faut être intelligent, faut être plus intelligent que ça. Après, c'est sûr que là, le but, l'intérêt, c'est de montrer vraiment à notre gouvernement que ça y est, il commence à y avoir des gens qui se manifestent. Pour l'instant, ça reste pacifique. Jusqu'à quand? Je sais pas, mais là, c'est vrai que notre France, on est vraiment en train de la perdre. Moi, je pense que c'est pas qu'avec ce gouvernement, c'est juste la continuité des autres gouvernements. C'est surtout ces 15 dernières années, 20 dernières années. Donc là, on peut voir une vraie perte d'identité déjà. Il y a aussi un taux de chômage qui explose littéralement, les taxes. Enfin, je veux dire, il y a mille et un problèmes. Les gens connaissent les problèmes. Je ne vais pas les énumérer, mais bon. Et c'est nous qui avons le pouvoir. Normalement, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas le gouvernement. Donc c'est vraiment une initiative citoyenne parce que bon, je pose la question d'entrée. Moi, je suis un peu l'avocat du diable. Je pose des questions qui fâchent. Il y a une polémique qui est née. J'ai lu un article en fait de François Asselineau de l'Union populaire républicaine qui lui appelle à ne pas participer en fait à cette manifestation. Donc c'est à destination évidemment des militants de l'UPR. Et dedans, il parle que ce serait une manifestation pilotée, voire téléguidée par certaines officines, en particulier le Front National, et il fait référence en fait, alors j'ai pas l'article sous les yeux, mais de toute façon, ce sont les métanautes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui l'autre fois quand j'en ai parlé m'ont immédiatement balancé cet article en me disant oui mais regarde ce que Asselineau a dit là-dessus. Alors il dit qu'il y aurait certaines officines derrière, que tout ça est un peu téléguidé, et qu'il s'agit en aucun cas justement d'une volonté, une manifestation citoyenne. Je sais pas ce que le propre de l'adversaire, c'est justement de faire véhiculer de fausses informations. Donc, moi je me fie surtout à ce qu'il y a décrit sur le site. Après bon, on peut dire tout et n'importe quoi, hein. Tu sais comment c'est Internet. On peut dire tout et son contraire. Non, j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, j'ai rien trouvé de la sorte. Parce qu'il parle d'associations, alors il y a des associations qui sont citées, genre, j'ai plus les noms sous les yeux, mais une association qui est soi-disant proche de l'UMP, une autre proche du Front National. Alors c'est des associations, je sais plus, mais bon, vous qui êtes sur le chat, vous pourrez nous donner le lien, comme ça on pourra aller revoir exactement l'intitulé des associations, mais bon, toi tu dis non, c'est moi c'est pas que non, c'est que je me méfie surtout des rumeurs, des mensonges colportés, parce que je sais très bien que c'est la technique de l'adversaire, c'est justement d'amener des rumeurs, de semer le doute dans l'esprit des gens pour faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible, évidemment. C'est un peu ce qu'ils font par exemple entre Alain Soral et Dieudonné, par exemple. Ils inventent des rumeurs, ils inventent des petites guerres entre eux. Oui, on essaye de les diviser, Voilà, non, je pense qu'au bout d'un moment, il serait intéressant d'arrêter de regarder tout et n'importe quoi, et puis de penser surtout aussi par soi-même. Et je pense que de toute façon, il doit y avoir un réveil massif, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, ou sinon on va droit dans le mur. Je crois que c'était en 2010, je ne sais plus, en Islande, le peuple s'était soulevé, et le peuple avait vaincu. Je crois que tout est possible encore pour l'instant, mais si on continue comme ça... Effectivement, alors l'Islande c'est un super exemple, mais c'est pas parce que c'est tout petit, ils sont 300 000 je crois. Je sais, c'est tout petit, mais effectivement c'est le grand exemple, parce que effectivement on a l'exemple d'un peuple qui reprend sa souveraineté, clairement. Absolument, et je crois que c'est ce qu'il y a vraiment besoin. On voit bien, il n'y a plus de référendum depuis à peu près 4 siècles. De toute façon, même quand il y en a, ils s'assiedent dessus, hein. On a vu avec le référendum de la Constitution européenne. En aucun cas j'appelle à la révolte, à la violence ou à la haine ou des choses comme ça, bien au contraire. Mais je pense qu'au bout d'un moment, jusqu'à quand les gens vont dire amen? Jusqu'à quand? Moi je suis quelqu'un de plutôt pacifique, j'ai horreur de la violence, des choses comme ça, hein, mais c'est bien beau de critiquer le gouvernement, dire ne pas être d'accord, mais bon, quand est-ce qu'on bouge concrètement? C'est bien beau de rester assis dans son canapé et dire c'est pas bien. C'est clair qu'à un moment donné, il y a une volonté à mettre
à mettre en place. Alors, dédicace évidemment à tous les gens sur le chat, parce que c'est le troisième homme, je ne vous oublie pas. Hein, il y a Polo de Lisbonne, il y a Ozzy, Wes Serious, Eleftero, Scorpion, Mister Kennel, QSR, Killuminati 93, hein, voilà, Will of Free Future, Rogelio, mon cher Rogelio, Emiac, etc. Donc voilà, bon, pour le moment ça commence bien, tu vois, pas d'insultes, on nous dit bonsoir, bonsoir Morgane, salut à tous, salut la régie et Morgane. Pas un petit Dracula ou un petit sataniste? Non, pas encore. LOL, il a un drôle de style l'invité. C'est caméra. Voilà. Un petit réflexe, une petite Bon, réflexion. ça va, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Je sais pas. Non, même moi j'avais mis dans la pub. Ah non, mais j'ai l'habitude, hein, tu sais. Ça peut être... Mais c'est ce que tu m'as dit, ouais, j'ai l'habitude, les gens, je subis beaucoup d'insultes. Un look issu de la culture goth, c'est forcément difficile à vivre. Et c'est quoi ça en France, en Allemagne, tu sais que c'est beaucoup plus facile. C'est quoi justement gothique? Parce que moi je connais pas très bien. La culture gothique, c'est une contre-culture qui est arrivée à la fin des années 70, début 80 avec le mouvement punk. Donc c'est un mouvement contestataire à la base. Et donc c'est un mouvement beaucoup anti-système. En général, d'ailleurs, les goths n'aiment pas trop je dis bien en général, hein, il y a toujours exception à la règle, mais en général, n'aiment pas la politique. Ils sont un peu, pas en marge, mais bon, ils n'aiment pas trop le système. Mais c'est vu comme un peu, enfin, excuse-moi, mais sataniste un peu, non? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le satanisme, c'est pas un look. C'est pas un look, le sataniste. Tu peux être habillé en jogging ou en costume cravate, et tu le sais, et être sataniste. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es habillé en noir que sinon alors les prêtres ou alors je veux dire, ce sont satanistes. C'est pas parce que tu es habillé en noir et que tu as un look un peu soigné que non, c'est aussi un mode de pensée assez anticonformiste, si je puis dire. Je suis pas quelqu'un de très attiré par le luxe, et puis bon, je trouve que se sentir adapté à ce système-là, je crois que c'est avoir un problème. Et je m'y sens pas adapté, et puis bon, moi je suis un artiste et je le revendique de par mon image, c'est un moyen de véhiculer justement cet état d'esprit-là, et puis bon, après tout, je fais de mal à personne. Après, c'est sûr qu'en France, on va souvent s'arrêter au paraître, hein. C'est d'ailleurs un problème, il y a un travail énorme à faire, je crois, là-dessus. Beaucoup de gens devraient essayer d'éviter de regarder trop l'enveloppe. Enfin, on la regarde, mais tu sais, l'enveloppe n'est qu'une enveloppe. Le contenu est souvent différent. Et c'est ça qui est important à savoir, parce que nos hommes politiques, ils ont des beaux costumes, des costards cravates, tu sais, ils ont des beaux discours, etc. Et tu ne doutes pas de leur vraie vie. Tu ne doutes pas une seconde de leur vraie vie. Et eux amènent le monde au chaos. C'est pas des mecs comme moi. C'est pas des gothiques ou des... Puis fondamentalement, gothique, c'est un mec extrêmement réducteur. Ça veut dire que je suis enfermé dans mon petit truc et tout ça. Moi, je me réveille pas le matin en disant je suis gothique. Je m'en fous. C'est un style qui me plaît. C'est un style... Ça fait 17 ans que je suis comme ça, tu sais. Donc, quand je vais en Allemagne, ça passe super bien. En Angleterre aussi, à Camden, des choses comme ça. Mais quand je reviens en France, c'est vrai que faut l'assumer. Hein. C'est pas... Je crois pas que ça soit adapté à tout le monde. Ouais. Et c'est pas une mode, d'ailleurs, parce que si tu marches dans la rue, des mecs comme moi, t'en vois pas. Donc c'est pas une mode, c'est pas une mode vestimentaire, non. Non, moi je connais le gothique, voilà, j'ai l'impression que c'est un mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit et Morgan Price, c'est juste gothique, il écoute du black death metal. Son pseudo Price est en dédicace au groupe Judas Priest. Non, mais d'ailleurs, j'écoute pas de métal. Ah ben voilà. C'est un peu le cliché qu'on a, c'est vrai. On dit gothique, métal, espèce de... Encore une fois, gothique, c'est vraiment réducteur. Ça voudrait dire que tu es enfermé dans ton monde. Et moi, il y a 1001 choses que j'aime qui n'ont absolument aucun rapport avec cette culture. Ah oui, parce qu'on nous dit « Bonsoir à tous, content de découvrir cette personnalité du net, ancien franc-max, sataniste, culturiste, Dieudo et cineste prima cam, normalo, quoi qui es-tu ?» C'est Subversif qui nous dit ça. Qui es-tu? Moi, à la base, je suis un cinéaste. J'ai présenté des films au Festival de Cannes, j'ai fait pas mal de choses. J'avais envie de faire partie de la fausse famille du showbiz. Alors j'ai fait beaucoup de sociologie, j'ai étudié sur quoi reposait le système concrètement. Je me suis aperçu qu'il y avait une certaine communauté dominante qu'on n'a pas le droit de citer. Puis ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de francs-maçons aussi dans l'industrie du spectacle et différents lobbies. Donc toi, tu étais franc-maçon aussi. Donc oui, je suis intégré à la franc-maçonnerie. J'ai pas été coopté, mais bon, quand ils ont vu ce que je faisais, ça les intéressait parce que c'est très élitiste. Donc voilà, je voulais vraiment œuvrer pour ma carrière.
et aussi me servir de l'occultisme pour à mes fins personnelles pour réussir dans la carrière, tu vois. Et donc j'ai eu différents événements et j'en suis sorti et je me suis converti au christianisme. Alors je sais, il y a encore des gens qui disent ah il y a bien en noir, être chrétien c'est pas possible, bon c'est pas grave. Toujours est-il que le jour où je me suis converti au christianisme, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec une société qui travaille pour YouTube et qui me permettait enfin de pouvoir gagner ma vie avec toutes mes réalisations. Donc là enfin j'ai pu tout plaquer, cette idée de faire partie de cette communauté de showbiz, pour vraiment faire exactement ce que je voulais, sans retenue ni rien du tout. Et voilà, donc j'ai la chance d'être un artiste tout à fait indépendant, réellement indépendant, je crois que ça se voit dans ce que je fais, et de vivre aussi de ce que je fais aussi, c'est quand même, bon, il n'y a pas le choix aussi, quoi. Donc je suis à plein temps dans ce que je fais. Et voilà, en gros, qui je suis. Non, mais c'est un parcours vraiment pas commun quand même. Non, c'est un parcours relativement singulier, d'autant que j'ai un parcours même avant, très occulte, avant la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être cinéaste indépendant, j'ai tourné mon premier long métrage l'année dernière, et je l'ai mis exclusivement sur YouTube, pour que aussi ça puisse me rapporter. Il n'y a pas eu de sortie DVD ni rien du tout, mais c'est vraiment, au moins ça me rapporte. Et puis là, il y a un deuxième long métrage qui est en préparation, et en parallèle, je fais toujours pas mal de petits sketchs, plus ou moins engagés, c'est tordu, des choses, j'aime bien le burlesque, les personnages complètement, tu vois, c'est les beaufs, les trucs comme ça me fait marrer. Puis je suis aussi podcasteur, j'essaie de répondre à pas mal de questions, d'ailleurs je m'excuse auprès de mon audience, hein, si parfois je réponds pas, parce que je reçois énormément de mails, et j'aimerais répondre à tout le monde, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Non, mais j'écoute du métal et dans le milieu, je suis bien passé pour savoir qu'il y a des gothiques en masse. C'est Ozzy qui dit ça. Ah oui, il y en a plein. Ouais. Voilà. Ozzy, je ne le vois pas écouter du Claude François ou DJ Differ. C'est clair. Pourquoi pas, je veux dire, un goth pourrait également aimer Claude François. C'est pas, je veux dire, on a le droit, par exemple, d'aimer. Non, c'est pas incompatible. T'es pas enfermé, t'es pas dans une secte. T'as le droit d'aimer, je sais pas, du rap. C'est pas grave, c'est pas une maladie, tu vois. C'est drôle un peu. Bah oui. Alors QSR il nous dit de quelle loge maçonnique faisais-tu partie? J'étais à Memphis Mizraim. C'est une loge qui donc t'as plusieurs. Alors c'est quoi? Il n'y a pas deux grosses, le Grand Orient et puis la GNNF, c'est ça? Ouais, la Grande Loge de France, le droit humain. Et après le reste c'est des filiales un peu ou Oui. En fait, t'as trois rites principaux. Ouais. T'as le rite d'York qui se compose je crois en 13 degrés, ouais. T'as le rite écossais qui est en 33, et t'as le rite de Memphis Mizraim, un rite égyptien qui est en 99 degrés, qui est fait. Mais en fait, tu sais, les degrés, tu les montes pas un par un, en fait. C'est souvent 3 par 4, ça dépend. Et le but, c'est d'aller plus loin dans l'illumination. Moi, j'étais dans une loge surtout occultiste, très gnostique. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, la gnose, pour pouvoir avoir l'impression d'être une sorte de dieu, tu sais. Ouais. Tu sais, d'avoir un sentiment de contrôle sur ta vie, alors ce qui est absolument faux. Et voilà quoi, le but, c'est d'évincer Dieu pour te prendre toi-même pour un propre Dieu et d'être gonflé de ton orgueil. C'est ça, c'est ton ego. Mais c'est quoi le but final de la franc-maçonnerie? Franchement, en fait, les 90% des francs-maçons sont des gens globalement bien, tu vois. Même ceux qui sont en politique, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui ils servent réellement. Le fond de tout ça, à mes yeux, et d'après toutes les synthèses que j'ai faites, et moi, je suis pas spécifiquement quelqu'un d'intelligent ou de super cultivé. Je suis pas théologien ni rien, mais j'ai vu ce que j'ai vu. Et tu sais, par exemple, quand tu es en loge et que tu reçois la lumière, là, ils te disent pas de quelle lumière c'est, ou alors ils vont te dire que c'est symbolique, des choses comme ça. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu reçois la lumière luciférienne. Hein. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Donc, il y a ça. Et puis j'étais dans une grande loge au Grand Orient. Et là, tu as une grande fresque avec tout en haut un ange qui porte un flambeau. Et c'est l'une des représentations de Lucifer. Alors j'ai demandé à des frères, et même des très hauts degrés, aux vénérables maîtres, des conneries. C'est ridicule, je trouve. Mais enfin bon. Ils me disent qu'ils savent pas.
Tu vois, soit c'est l'ange Michael, soit tu vois, moi je me suis renseigné beaucoup aussi sur internet et j'ai discuté avec beaucoup de francs-maçons de toute obédience et de différents degrés. Des gens qui avaient un fort pouvoir d'ailleurs en société. Et il y en a qui me l'ont dit, ils m'ont dit c'est Lucifer. C'est Lucifer. Bah, le porteur de lumière. Une fois j'ai demandé, j'étais dans ma voiture avant une tenue maçonnique, c'est comme ça qu'on appelle un rassemblement, une tenue. Et je demande à Dieu, avec le peu de foi qui me caractérisait, est-ce que je suis vraiment dans une confrérie, dans une secte luciférienne, sataniste quoi. Lucifer c'est Satan. Et là, la tenue se passe et je me faisais chier. C'était la dernière planche, c'était sur d'un des frères, c'était sur l'alchimie. Et je me faisais chier vraiment, c'était ennuyeux. Et comme disait un mec sur internet, ça aurait été plus agréable de regarder un glaçon fondre. Et je me faisais vraiment chier, je me sentais, vraiment j'en avais marre. Et je les écoutais, tu sais, se congratuler entre eux, tu sais, ah ouais, c'est intelligent, ah ouais, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire, alors que c'est de la merde ce qu'il vient de dire, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, ça se gonfle, ça se gonfle de leur ego, je trouve. Et pourtant, moi qui trouve que j'ai aussi beaucoup d'ego, tu vois, moi je trouvais qu'ils en avaient encore plus que moi. Bref. Et après, il y a les agapes, c'est-à-dire le repas. Et là, j'étais en face d'un visiteur qui était venu nous voir. Et là, je commence à parler, et lui parler de choses et d'autres en rapport à Lucifer. Et au bout d'un moment, il me dit clairement, oui, tu es luciférien. Mais les frères et sœurs, on était en bout de table, il dit, mais les frères et sœurs ne le savent pas. Et tu es luciférien. Il dit d'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Il dit ouais. Ouais, donc t'as beau c'est ça qui est incroyable, c'est que t'as beau leur dire, ils ne comprennent pas et si tu veux, comme ils sont dans d'autres domaines, dans politique ou dans autre chose, dans des affaires quelconques, ils vont pas faire les synthèses en fait. Ils ne peuvent pas savoir quel plan ils servent et à qui ils servent vraiment en fait. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se demande, voilà, tous ces francs-maçons qui souvent, on le sait, il y a des profs, des flics, oui. Il y a tout un tas de professions comme ça qu'on retrouve, et des gens qui sont assez honorables, les médecins, etc. Oui. Et ces gens-là, je pense pas qu'ils pensent faire le mal, quoi. Et, non. Et pourtant, nous, en dehors, hein, on pourrait dire les profanes, on a le sentiment effectivement que c'est cette secte un peu complote, enfin ça ressemble à un réseau, quoi. Les tenues maçonniques, c'est pas ça vraiment le problème. Tu travailles sur des planches, donc un sujet qu'on va te proposer, ou que parfois tu peux même proposer. Et en fait, tu vas donc exposer ton sujet, et puis eux récupèrent ta planche, et ça, tu sais pas pourquoi ils la récupèrent en fait. Est-ce que ça sert pas à leur hiérarchie justement pour savoir si on peut pas t'utiliser, des choses comme ça? Parce que j'ai constaté que chaque personne monte dans les degrés de manière, tu vois, c'est pas tous à la même vitesse. Tu vois, en fait, ça dépend de l'utilité que tu as. Tu peux arriver au 33e degré et ne pas savoir ce qu'un autre 33e degré va savoir, tu comprends? Et c'est très élitiste. Et par définition, l'élitisme, c'est du satanisme. Le satanisme, c'est les meilleurs des meilleurs, tu vois, c'est le best of the best. Alors que c'est l'opposé du christianisme, où là, justement, c'est que les plus hauts doivent se mettre comme les plus petits. Pour les croyants, c'est-à-dire que Dieu se fait homme en Jésus. En fait, c'est le même, mais tu vois, par son Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Donc, c'est un opposé au... Il y a le culte du secret aussi. Jésus le dit bien dans la Bible, rien de ce qui est secret rien ne doit exister de secret, tu vois. C'est le culte du secret. Déjà, quand il y a du secret, il faut se poser des questions. En fait, on s'aperçoit que même quand on pose la question à des profanes, personne ne sait ce que c'est la franc-maçonnerie concrètement. Personne. Bah, c'est dur à c'est le culte du secret. On se dit, c'est quoi Par exemple, si tu veux connaître ce qu'est le christianisme, tu lis la Bible, voilà. Tu sais ce que c'est. Ouais. Là, tu as beau lire 1000 livres sur la franc-maçonnerie, tu ne sauras jamais concrètement ce que c'est. On va te la vendre comme une école de la pensée, contre un perfectionnement humain, spirituel, etc. Mais ça, c'est la couverture. Là, au mieux, un cercle de pensée, au pire, un espèce de réseau de personnes, mais on voit pas trop la finalité, quoi. Moi, il me fait beaucoup d'infos là-dessus, j'ai du mal à capter des fois le fond de la finalité de cette le fond, pour l'élite maçonnique, c'est le top du top, ce serait de créer une gouvernance mondiale, quoi. Comme se disent aux États-Unis, une globalisation, quoi. C'est ça vraiment le fond du fond. Et pour y aider, il y a différentes branches en franc-maçonnerie, comme notamment ce qu'on appelle les Illuminati, qui est une branche maçonnique,
Alors voilà, rentrons le pied dedans, parce qu'on a déjà eu cette discussion avec Louis Dalancourt ici. Il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord, qui nous disaient on s'est fait troller pendant des semaines sur cette affaire des Illuminati. Ça existe, les Illuminati? Alors, les Illuminati existent, c'est une organisation qui œuvre principalement aux États-Unis. Ouais. Il y en a aussi en France, en Angleterre, à gauche, à droite, mais principalement aux États-Unis, et qui œuvre pour une gouvernance mondiale. Et, on parle souvent des Illuminati de Bavière, d'Adams Weishaupt. Mais cette idéologie-là, elle existait avant et elle a largement perduré aujourd'hui. Et ils savent que pour la créer, tu dois contrôler le système monétaire, la religion, et le but, c'est vraiment d'uniformiser, standardiser l'être humain, en fait, en faire un être. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on a fait aussi d'une mode le métissage, tu vois. Ouais. C'est vraiment le but. C'est quelque chose de naturel, le métissage à la base. C'est-à-dire un noir, un blanc, une blanche qui se marie, c'est normal. Mais quand on en fait une mode, quelque chose de... c'est devenu une philosophie, effectivement, presque une idéologie. Beaucoup de noirs veulent être plus blancs. Les blancs veulent être plus noirs, avec des tonnes de bronzage et tout ça. Il y a l'idéologie de forcer le métissage. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est fourbe. C'est pas... D'ailleurs, pour faire quelque chose de mauvais, il faut être fourbe, il faut le faire insigneusement et de manière séductrice. Tu vois. Là, tu fais bien le mal. Par contre, si tu arrives avec tes gros sabots, tu dis ah putain, non, là c'est pas bon, là, ça n'a pas marché. Il faut vraiment y aller doucement. Donc là, le concept, j'y reviens, le concept même de l'élite maçonnique. Je parle bien de l'élite, hein, donc ça englobe vraiment une toute petite partie des francs-maçons. C'est ça. La franc-maçonnerie est utile pour leur réseau, des choses comme ça, tu vois. Donc la franc-maçonnerie, elle aurait pu influencer, par exemple, pour le développement de l'immigration en Europe, quoi. En fait, toutes les lois viennent de la franc-maçonnerie. Ils sont d'abord discutées en loge. Surtout les lois sociales, tu penses justement. Toutes les lois de toute nature. Ah ouais, tout. J'ai participé à une tenue, c'était à la Grande Loge de France, et ça rassemblait des francs-maçons, je sais plus, on était au moins 200, un truc comme ça. Je crois que je devais être le seul dedans, avec mon costard, cravate. Je me faisais chier. T'es venu comme ça, non? Non, toujours costard, cravate. T'es obligé, t'as pas le choix avec ton tablier de merde. Et en fait, c'était un rassemblement, une tenue, et il était évoqué principalement l'Europe. Comment renforcer l'Europe? Et on pouvait faire nos dons. Voilà, tu pouvais donner ton fric pour renforcer l'Europe. Renforcer l'Union européenne. C'est ça. Et il a même été évoqué le groupe Bilderberg à un moment donné. Moi à la fin. Carrément. Moi à la fin j'ai été voir la personne qui faisait la narration. Et c'était un Anglais. Ça rassemblait des Anglais, des Suisses, des Belges. Et je lui dis, tu as évoqué un moment parce qu'on se tutoie toujours entre nous. Tu as évoqué à un moment donné le groupe Bilderberg. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi il me dit il banalisait la chose, hein. Il me dit c'est des gens importants qui se rassemblent, puis qui parlent, il n'y a rien de mal à se rassembler et de parler. Je ne prends pas pour un con non plus par hasard. Enfin, je n'ai pas dit bien sûr, mais le groupe Bilderberg, c'est pas juste des hommes comme ça qui se regroupent pour parler. C'est que des gens. Ils sont pas là pour boire le thé, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on imagine. Là, on nous dit notre invité fait la différence entre la franc-maçonnerie provinciale et la franc-maçonnerie mondialiste. Très bien. Cela dit, les loges influencent largement la société en s'intégrant au sein de l'appareil d'État. Devrait-on dissoudre ce corps intermédiaire contraire à la Constitution? Tu penses ça c'est subversif qui pose cette question. Est-ce qu'on doit dissoudre la franc-maçonnerie quelque part? Absolument. Ah toi tu le penses vraiment aussi oui, il n'y a pas besoin d'avoir des groupes de gens qui sont qui vont dans le culte du secret comme ça. C'est tout à fait... non, s'ils commencent à avoir des secrets, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Parce que forcément, qui dit secret, dit à cacher. Oui. Alors... S'il connaît des personnes qui donnent la pensée maçonnique, il nous dit s'il connaît la cabale lourianique portée par le franquisme donnée en séance aux francs-maçons. C'est vrai, j'ai dit il y avait pas mal de kabbalistes en loge. Ça fait partie du truc. Ils étaient aussi martinistes, rosicruciens. J'ai participé à pas mal de conférences rosicruciennes. Là, pareil, c'est que de la... la Rose-Croix, c'est pareil,
c'est pas vraiment affilié à la franc-maçonnerie, mais beaucoup de maçons sont rosicruciens. Ouais. Et étrangement, c'est pas bien de se le dire entre eux parce qu'il y a une petite concurrence, tu vois. Et la Rose-Croix, c'est purement gnostique aussi, hein, c'est-à-dire occulte. Ouais. Tu travailles sur le développement spirituel, tu vois. Mais en tout cas, tout en évinçant Jésus, ou en tout cas, quand tu aimes Jésus, tu le reconnais en aucun cas comme fils de Dieu et Dieu incarné dans la chair, ou prophète pour les musulmans. C'était un magicien, c'était un gnostique, c'était quelqu'un qui avait tout compris. Par exemple, quand il marchait sur l'eau, c'était son corps éthérique selon eux. Des choses comme ça, c'est des choses que toi tu pourrais faire. Donc je te défie avec toute la foi que tu peux avoir, de marcher sur l'eau, de faire renaître un mort. Alors qu'est-ce qu'on me dit, c'est vrai, c'est sérieux. Connaissez-vous Bill Schnoebelen, ancien franc-maçon américain? Il aurait collectionné les grades initiatiques et les titres maçonniques, 32e degré du rite écossais ancien et accepté, 90e degré du rite Memphis Mizraïm, 10e degré du rite Diop, 2e degré de l'église de Satan, etc. 32e, c'est en fait normalement, c'est le 31, 32e et 33e degré sont affiliés. Ouais. C'est les trois en même temps normalement. Ah d'accord. Bon, parce que on nous dit aussi, est-ce que tu connais Aleister Crowley et Anton LaVey? J'ai lu 2 livres d'Aleister Crowley, et je crois que c'est le fondateur de la Golden Dawn en Angleterre. Pour moi c'est des losers, hein, ces mecs-là. C'est des mecs ils se vantent lui-même d'avoir tué, je sais plus combien de gamins. Golden Dawn, c'est Oak Doré. La Golden Dawn, c'est une société gnostique encore. Occulte. L'occultisme, c'est du satanisme. Quand on te dit magie blanche, magie noire, tout ça, c'est ton intention qui change. Mais de la magie, c'est de la magie. De la magie, d'un point de vue encore une fois croyant, moi je parle beaucoup de ça parce que je suis croyant, c'est contraire à Dieu. Tu n'utilises pas des choses comme ça. Normalement, pour un chrétien, tu remets tout ton destin et toute ta foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui t'aide. Et en aucun cas en quelque chose d'occulte, une soi-disant force divine, un ange, ou tu sais, ou tous ces trucs séducteurs, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que c'est... Alors on nous dit, Mizraïm, c'est pas la loge de Crémieux et son protégé Maurice Joly, auteur des dialogues de l'enfer entre Machiavel, qui ont inspiré le protocole des sages de Sion. Je sais pas. J'ai des connaissances... je peux parler que ce que je connais, hein. Évidemment, j'ai étudié aussi à côté de mon appartenance, mais c'est vrai que j'ai pas... moi, j'ai pas été super haut dans les degrés, ni rien. Tu as 3 degrés principaux, un apprenti compagnon maître. Je me suis arrêté à compagnon, et heureusement, parce que quand tu deviens maître, tu te fais, ça dépend des rituels, mais d'un point de vue général, hein, tu es enfermé dans un cercueil, voilà, avec des draps mortuaires qui représentent donc un tombeau. Ah ouais, carrément. Ouais. Pour la résurrection, c'est quoi? Moi, j'en conclus que c'est... Tu meurs, tu renais de nouveau, ça doit être une offense à Jésus en fait. Parce que dans le monde du mensonge, ces gens-là, il faut virer la vérité. Et la vérité, le seul à avoir dit je suis la vérité, il n'y en a pas deux, c'est pas Bouddha, c'est pas qui, hein, c'est Jésus. Je suis la vérité. Donc dans le monde du mensonge, tu dois évincer la vérité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, les églises se vident, il y a de moins en moins de croyants avec la laïcité maçonnique, qui est une autre forme de religion. C'est Vincent Payon qui le dit, on est tranquille. Donc grâce à la laïcité, indirectement, tu arrives à imposer ce qu'on appelle le nihilisme et l'athéisme. Et ça, c'est super pour déstructurer aussi un pays, parce que le socle d'un pays, c'est sa religion. Tu lui enlèves ça, tout dégringole. C'est énorme, ça. Alors, on nous dit aussi... salut, ça c'est Jacques. Est-ce que tu as pu bénéficier concrètement du fameux réseau d'influence des frangins? Si j'avais persévéré, oui. En fait, moi, le but, c'était... Parce que moi, j'ai voulu sauver aussi mon âme. Parce que, si j'étais pas sorti de franc-maçonnerie, j'ai laissé mon âme. Et donc, voilà. Mais ça marche vraiment, quoi. En fait, au sein même de la maçonnerie, tu as donc ce qui se passe dans les tenues, mais ce qui est
ce qui est le plus dérangeant, c'est ce qui se passe en dehors. Tu vois, ils se regroupent entre eux, on va à un repas, ou rendez-vous chez toi, ou chez moi, ou tel endroit. Et là, ils font des business, ils peuvent faire des business entre eux. Tu vois, il y a une fraternité, mais toujours une fraternité intéressée. Hein. C'est jamais pour tes beaux yeux, ou des choses comme ça, tu vois. Et donc, au sein des loges, tu as ce qu'on appelle des fraternelles. Et les fraternelles, j'étais en train d'en intégrer une. Il fallait que j'atteigne le niveau de maître pour l'intégrer. Et moi, grâce à Dieu, je suis sorti avant. Ouais. Mais donc j'étais parti pour intégrer une fraternelle du spectacle, tu vois. Parce qu'il y a des fraternelles dans tout. Ah, dans tous les secteurs, ah, d'accord. Ouais, dans des domaines, dans leur domaine. Ça a remplacé les corporations maintenant, ce truc-là. Ouais. C'est un peu ça. Ce sont les nouvelles corporations, mais très élitistes, ouais. Pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Voilà. Alors le 3e temple de Salomon, je sais pas pourquoi ça vient, mais c'est vrai. Ah, c'est peut-être par rapport quand je posais la question de savoir un des objectifs, le 3e temple de Salomon. Ça, c'est un objectif de la franc-maçonnerie, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit ça. Ouais. Ils ont l'objectif de construire un 3e temple. Alors Jacob Cohen, qui était ici avec nous, nous a confirmé qu'en Israël, effectivement, ils avaient pour objectif de construire un 3e temple. Mais il paraîtrait que la franc-maçonnerie, elle, serait là pour épauler ce projet, pour le promouvoir. J'ai pas eu d'informations à titre personnel là-dedans. J'ai rien entendu par rapport à ça. Ce serait pas étonnant, quoi. Ah non, absolument pas. Non. Encore une fois, la franc-maçonnerie, c'est un moyen de se regrouper entre hommes d'influence et d'influer. Et tous ceux qui sont en bas de la pyramide, c'est-à-dire finalement 80 à 90%, n'en savent rien de tout ça. Ils sont avec leurs petites affaires, leurs petits trucs. Ils savent pas vraiment ce qui se passe dans les hauts degrés. Ne serait-ce que par exemple quand à la fin de chaque tenue, tu as ce qu'on appelle le tronc de la veuve. C'est-à-dire tu donnes ton argent et c'est supposé aller à une œuvre caritative ou un truc comme ça, tu vois. Ah bon ? Mais en fait, concrètement, on ne sait pas où va l'argent, tu vois. Et où cet argent-là, tu peux donner ce que tu veux. Donc il y en a qui donnent 5 euros, 10 euros, hein. C'est un gouffre Afrique. Et en fait, l'argent, on ne sait pas où il va concrètement. Concrètement, mystique, ça quand même. Là, pour le coup, ça fait un peu sec là quand on nous dit machin, ça fait un peu bizarre. Tu sais, à partir du moment déjà où quand tu es debout et que tu as déjà la main à la gorge comme ça, qui signifie que je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de révéler des secrets qui m'ont été confiés, et puis après tu tranches et tu fais le truc d'équerre. Faut se poser des questions déjà. Rien que ça. Ça commence comme ça, tu dois faire. Oui, le fameux geste, il est connu, genre si je trahis les secrets, je tranche. Dans ce que je dis, il y a des choses qui peuvent se vérifier sur des sites informatifs. Hein. Il y a des choses que je dis qui ne sont pas vraiment des scoops. Oui. Moi je la connaissais, ce rite-là, la fameuse cérémonie du bandeau qui s'appelle quand il y a le passage sous le bandeau. Ouais. Voilà. Alors ça c'est avant l'initiation. C'est avant l'initiation. C'est-à-dire que tu es en loge, tu es au milieu d'une loge et que tu as tes futurs éventuels frères et sœurs qui sont autour. Enfin moi je suis dans une loge mixte, donc frères et sœurs. Et là ils te posent des questions et voilà, moi j'ai aussi participé, donc j'ai fait ça, mais j'ai aussi participé à ça où j'ai posé des questions à des profanes et à la fin on délibère. Et quand tu délibères, donc tu as des boules noires et des boules blanches. Voilà. C'est là que ça vient Black Boulet, pareil. C'est ça, Black Boulet. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans l'organisation Le Siècle. C'est une organisation aussi très influente. Très influente aussi, et ça aussi, c'est fermenté par la franc-maçonnerie. Pour y entrer, c'est le système des boules. D'accord. Pour ceux qui pour avoir son ticket d'adhésion à la table des. À la table, le club Automobile France. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est pas mal l'invité, je suis plutôt surpris, tu vois, c'est vrai. Il y a des gens parce qu'ils commencent un peu à chambrer, mais finalement ils disent non, c'est plutôt pas mal. Ah bon voilà, ça va, je suis bien là. Voilà, ils vous trouvent pas mal. Ah, vous le trouvez pas mal, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Jacques, moi je vois ça comme un réseau d'entraide, d'influence et de lobbying qui s'habille de mystère et d'ésotérisme pour mieux recruter et tenir les petits grades en faisant miroiter qu'ils vont accéder à un savoir suprême qui profite surtout aux grades. Voilà. Il y a ça, bien sûr, il y a ça, mais il y a au-delà de tout ça. Effectivement, on te fait toujours miroiter qu'il y a un secret, un truc important, tout ça, un secret, un mot de passe, des conneries. Mais en fait, le fond du fond, vraiment, c'est que tu sers un plan luciférien et que tu as clairement vendu ton âme au diable. Moi, quand je me suis fait initier, je m'attendais pas à signer un pacte. Tu vois, on m'a vraiment piqué le doigt et que je l'ai foutu sur une feuille et tout ça, et je l'ai pas vu arriver parce que j'avais les yeux bandés, tu vois. Ah ouais, Voilà. Donc après, dans les autres rites,
je sais pas comment ça se passe. Mais ça, je parle de mon expérience. Ouais, mais ça, on l'entend souvent. Puis j'ai déjà vu même dans des films où ils reproduisent un peu cette scène. Alors, c'est fait genre le mec arrive, on lui bande les yeux, puis il est jeté comme ça avec des gens. Mais en fait, c'est une scène d'initiation maçonnique qui est produite, quoi. Ouais. Quand on le jette comme ça, on lui bande les yeux, puis il est jeté dans une pièce. Et puis, moi, on m'a pas poussé. Enfin, je dis ça dans le film quand il caricature. Mais quand tu entres en loge la première fois au moment d'initiation, tu as une planche en balai ou un truc comme ça qui est mis à environ 1 mètre du sol et tu dois y entrer abaissé. D'accord. Soumission totale. C'est énorme. Et j'ai relu mes textes, les textes qu'ils m'avaient envoyés et tout ça, et j'ai encore mieux compris le lavage de cerveau que ça impliquait. Mais quand tu y es, et que tu sais, quand tu as vraiment envie si tu as un rêve, tu es prêt à vendre ton âme au diable pour y arriver. Tu sais, c'est fort en toi. Tu es prêt vraiment à faire n'importe quelle connerie, je te jure. Et moi, je m'en foutais de tout ça, quoi. Moi, j'étais prêt à dire amen à tout ce qu'on m'aurait dit, tu vois. L'important, c'était que j'arrive à mes fins, tu vois. Et voilà, donc j'étais comme ça et voilà. Alors, parce que ça, j'ai vu la question passer, on me dit, mais comment ça s'est passé ta révélation? C'est-à-dire, c'est vraiment quoi? C'est-à-dire que en fait, avant d'entrer en franc-maçonnerie, je savais que c'était pas un courant chrétien. Ça, c'est clair. Je savais pas encore à quel point c'était luciférien. J'avais évidemment pas toutes ces connaissances. Je savais que j'étais pas du bon côté de la barrière. Et ça me posait un problème de conscience déjà. Quand même. Mais en fait, j'étais avec une fille pendant 10 ans et elle se convertissait au christianisme. Moi, j'étais de l'autre côté, donc elle était du côté de la vérité et moi du côté du mensonge, tu vois. Et moi, j'y tenais à mon truc, hein, et je tenais pas du tout le même discours qu'elle. Et je voyais cette foi se renforcer en elle et je me demandais ce qui se passait au fond de moi, tu vois. Et je me disais, c'est dingue, ça me disait plus elle lisait la Bible, plus ça devenait limpide pour elle. Et il lui est arrivé aussi des manifestations assez étranges, tu vois. Parce que voilà, quand elle se convertissait, elle a eu quelques phénomènes vraiment très très bizarres. Elle m'appelait la nuit, elle avait peur, des choses comme ça. Et que quand elle se mettait à prier, bon, ça allait mieux. Et elle a eu vraiment des trucs bizarres. Et c'était pas du tout une menteuse ou... Donc ça m'avait quand même... et j'ai commencé du coup à m'intéresser au christianisme, mais j'avais du mal à comprendre les choses. Et j'ai demandé à Dieu, tout simplement, est-ce que si tu existes, donc à ce moment-là j'étais en franc-maçonnerie, est-ce que tu existes? Dis-moi si je suis dans une secte luciférienne. J'ai eu besoin de beaucoup de signes. Et j'ai demandé, et Dieu s'occupe des malades, il ne s'occupe pas de ceux qui vont bien en général. Donc il m'a répondu. Je suis rentré, j'ai demandé un signe, je prenais ma chienne à l'époque. J'ai demandé un signe, j'étais devant un Sacré-Cœur en pleine nature. Il n'y a pas besoin d'être devant un Sacré-Cœur, devant faire une prière, mais moi j'étais là. Je suis rentré chez moi, je reçois un mail d'une personne qui ne me connaît absolument pas, que je ne connaissais pas, et elle me dit, va voir sur ce site, ça pourrait t'intéresser. Et là je clique, et là c'était un site, franc-maçonnerie, secte sataniste. Tu vois. Voilà. Ça répondait directement à ma question 15 minutes après. Et j'ai commencé à avoir d'autres signes comme ça. À force de demander, vous recevrez, je recevais vraiment. Mais c'était, au début, je me disais, c'est le hasard, tu vois, c'est le hasard. Admettons, c'est le hasard. Et puis en fait, ça au bout d'un moment, puis les choses, tu sens la foi grandir en toi en fait. Et il m'est arrivé plein de signes, ça serait un peu long de tout expliquer, mais j'ai eu beaucoup de signes, ça se manifestait dans même dans des petites choses, tu sais. C'est pas une apparition divine et tout ça, comme beaucoup t'imaginent, mais c'est que tu sais, au fond de toi grandit la certitude que Jésus-Christ est vraiment la vérité et qu'il est le chemin à suivre. Et voilà, et Dieu ne s'est pas arrêté à mon look, tu vois. Dieu va droit au cœur, tu vois, que tu sois noir, blanc, handicapé, ou on s'en fout de ton look, t'as des tatouages, t'as les cheveux comme ci, comme ça, on s'en fout. Dieu va droit au cœur, parce que ce qu'il veut c'est te sauver, parce qu'il t'aime. Et donc moi j'étais vraiment de l'autre côté de la barrière, tu vois, alors c'était pas gagné avec moi. Donc il s'est repris à plusieurs fois, et à chaque fois que je demandais, une fois je voulais voir un prêtre.